Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé local, jeudi 28 mars. Pour nous soutenir, n'hésitez pas dès maintenant à commenter, liker et partager ce journal. Voici les titres. Visite ministérielle. La journée mondiale de l'eau a été mise en place pour la première fois en 1992. Célébrée tous les 22 mars, elle a pour objectif de sensibiliser à la gestion durable de la ressource en eau. À cette occasion, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, s'est déplacé en Lozère. Emploi. Des demandeurs d'emploi motivés ont testé les métiers de la restauration. L'objectif, susciter des vocations dans ce secteur particulièrement en tension. Seniors. Une famille accueillante s'est installée sur le Brac avec l'envie d'accueillir non pas des enfants en famille d'accueil, mais des pensionnaires à la retraite. Gourmandise. Avec l'arrivée prochaine du lundi de Pâques, parler de chocolat est incontournable. Pour ouvrir les appétits, nous découvrirons un reportage sur Sylvie Fauché, qui est maître artisan chocolatière en Lozère. Et en seconde partie du JT Lozère, vous retrouverez Marion Guibaudot et ses invités en direct de Saint-Gély-d'Apcher qui vous parleront du trophée international de l'enseignement agricole. Je vous rappelle que vous êtes bien sur le JT Lozère. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le ministre Marc Fesneau, qui est ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire depuis le 20 mai 2022, s'est déplacé sur le Cosméjean pour découvrir un projet de récupération d'eau des toitures pour l'alimentation en eau des animaux. Ce projet, qui a vu le jour avec le soutien des pouvoirs publics, permet de recueillir 60 000 litres d'eau et d'assurer une autonomie de 15 jours. Un reportage de Marion Guibaudot et d'Éric Michel. Le département ne manque pas cruellement d'eau, il souffre cruellement d'arythmie. C'est-à-dire qu'il tombe ici pas mal d'eau, sauf que c'est 2 mois sans eau, 3 mois sans eau, des systèmes qui ne tiennent pas l'eau parce que ce n'est pas des sols qui peuvent tenir l'eau. Et donc on a besoin, vous avez raison, effectivement, de trouver des systèmes. Là c'est quand même assez le bon sens, on récupère sur des toitures, on stocke, même s'il en faudrait un peu plus. Mais en tout cas, on permet d'avoir une première autonomie vis-à-vis de l'accès à l'eau. Et moi, je pense que là aussi, c'est le bon sens qui doit s'imposer. On a, pour la journée internationale de l'eau, c'est quand même un joli message. Le ministre de l'Agriculture qui vient sur le Cosméjean pour la journée internationale de l'eau, qui vient ici, chez nous. Il y en avait d'autres peut-être projets, mais celui-là quand même est un projet quand même qui est intelligent et qui est fédérateur. Ça met un coup de projecteur sur notre agriculture lozérienne et c'est très important parce qu'il faut qu'on soit à côté de nos agriculteurs, nos éleveurs. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, s'est rendu le vendredi 22 mars en Lozère dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Il fallait pouvoir continuer d'avoir de la vie sur ce territoire, continuer d'accueillir des touristes l'été, avoir de la vie bien sûr toute l'année, continuer surtout à renforcer l'élevage parce qu'on a un vrai sujet d'élevage au niveau national mais y compris en Lozère. Donc sécuriser l'accès à l'eau pour l'élevage. C'était en fait pour tous, mais ça s'est traduit par sécuriser l'accès à l'eau pour l'élevage. Sur le Cosméjean à Mativé puis à Yelzas, les professionnels de la filière agricole ont pu lui montrer des solutions de mise en place pour préserver la ressource en eau dans un contexte de changement climatique. D'abord, la journée mondiale de l'eau, c'est important pour les agences. Les agences, on a la responsabilité de la gestion de l'eau sur notre bassin. On est sur le bassin ici à Dour-Garonne et on est sur une exploitation qui a été précurseur. Alors on ne l'a pas aidé jusqu'ici, mais il y a un deuxième projet de récupération des eaux, ce qu'on appelle la réutilisation des eaux pour leur donner un deuxième usage. Là, c'est de l'eau de pluie qui est récupérée pour alimenter les bovins et c'est ce qu'on va développer pour sécuriser l'abreuvement. En 2022 et 2023, on a eu des vraies difficultés sur l'ensemble des massifs, Massif central et Pyrénées, sur l'abreuvement des animaux. Et si on ne garde pas les animaux, si on n'arrive pas à les abreuver, aujourd'hui ces prairies-là, le pâturage des animaux est un élément essentiel de la préservation de l'eau et de la biodiversité. Sur l'ensemble du bassin Dour-Garonne, c'est 7 milliards de mètres cubes qui sont stockés dans les prairies. C'est 2 fois plus que le stockage dans les retenues, y compris hydroélectriques. Donc c'est un sujet important pour préserver la qualité et la quantité d'eau sur le territoire. Les besoins en Lozère pour les hommes, les bêtes, l'industrie, enfin l'économie au sens large, c'est entre 6 et 7 millions de mètres cubes annuels. Quand on a lancé en fait le schéma départemental avec un certain nombre de projets structurants sur le département, donc c'était 2014-2015 et il y avait eu auparavant la création du SATEP, du SATES. Et on retravaille sur la protection des captages. On était à 9000 mètres cubes déficit jour. Aujourd'hui, on est tombé à peu près 3000. En précurseur et comme le faisaient les anciens sur le GAEC Mativé,
La citerne de récupération des eaux pluviales a été mise en place sur l'exploitation dès 2019. Et là, on a 1700 m² de toiture. Quand il fait un orage qui peut faire jusqu'à 100 mm d'un coup, là, c'est impressionnant l'eau qui arrive. En fait, 1700 m², c'est, quand il fait 1 cm, c'est 17 m³ qui arrivent au tuyau. Ça fait de l'eau. Donc ça se passe là, c'est ça? L'eau elle arrive là. Là elle est filtrée. Et c'est de l'eau de pluie, ça? De l'eau de toutes les toitures qui arrive là, par là et par là. Ouais. Là elle est filtrée avec le sable et des pierres. C'est quoi la capacité du... 60 millilitres. 60 000 litres? Et après l'eau elle avance là et elle va 60 millilitres elle fait. Et après là vous avez une pompe et hop, ça la remonte aux animaux. Et la capacité des 60 000 litres, ça fait en autonomie pour vous, ça fait combien de temps? En ce moment 15 jours. Si vous tapez que dedans, c'est oui, 15 jours 15 jours, oui. On a pensé que les années futures, on serait en manque d'eau parce qu'on a des périodes sèches très récurrentes et du coup on a essayé de trouver des systèmes. Et il faut combien de temps pour remplir s'il pleut correctement? Il faut 40 mm pour le remplir. Il y a 1700 m² de toit qui sont branchés dessus. Le trop-plein il coule 10 mois sur 12, il coule. Et cette eau qui coule, on trouve que c'est dommage, on aimerait bien la récupérer et on serait entièrement autonome. Donc, Chambre d'agriculture et copage, on travaille avec l'association pour vraiment comprendre tous les usages de l'eau que l'exploitant fait au niveau de son exploitation. Donc aussi bien l'eau potable que de l'eau brute au niveau des pâturages. Donc on va vraiment dimensionner en fonction de la surface de toiture, en fonction de la pluviométrie locale, année normale, année sèche, en fonction des besoins en eau d'abreuvement, si c'est un gros cheptel, un petit cheptel. On va arriver à dimensionner la taille de la cuve nécessaire pour l'exploitation. Donc au cas par cas, on doit balayer toutes les exploitations qui veulent rentrer dans le projet. Ouais. On s'est rendu compte que très très concrètement, là où on a été en difficulté, où il a fallu faire du portage d'eau, c'était des zones qui avaient été parfaitement bien identifiées, mais sur lesquelles en fait ces travaux de fonds d'investissement structurants n'avaient pas été menés. Pour mémoire, c'est le ministre Edgard Pisani, dans les années 60, qui, suite à sa venue en Lozère, a fait en sorte que l'adduction d'eau soit effective sur le Cosméjean. Pour éviter de pomper l'eau utilisée par les élevages sur le réseau en eau potable, surtout en période estivale où la population du Cos est plus importante, 36 agriculteurs se sont lancés dans des projets de récupération des eaux de toiture. C'est la première communauté de communes qui s'est penchée sur ce dispositif-là. On l'a co-construit avec la communauté de communes et la Chambre d'agriculture. L'Institut de l'élevage également nous aide dans ces démarches-là. Aujourd'hui, c'est clairement sur le bassin de Haute-Garonne et probablement en France, la communauté de communes qui est le plus en avance sur ces enjeux-là. Et je pense aussi que ça correspond aussi à une problématique assez forte ici. Et c'était plus simple qu'il n'y ait qu'un seul représentant, la communauté de communes, pour les 17 communes. Et donc par rapport au Cosméjean, les communes du Cosméjean. Et donc c'est avec ça qu'on a commencé donc à discuter avec l'agence de l'eau pour ce projet qu'on a mené. Ils l'ont retenu. On a discuté aussi donc avec l'État, on a discuté avec le département et bien entendu à la Chambre d'agriculture et on a monté ce projet en commun. Elle est double, c'est-à-dire on intervient à la fois sur de l'ingénierie, de la connaissance sur les éléments aujourd'hui liés à la qualité et la gestion de qualité de l'eau avec des perspectives à 2050 et on intervient effectivement financièrement, les agences, on est une agence aussi financière et on finance effectivement tout ce plan-là à 70%, on va financer ce type d'infrastructure sur l'ensemble du territoire du Cosméjean mais également du Massif central et une partie des Pyrénées qui est aussi touchée par ces difficultés-là. Et chez nous, tout le monde connaît en fait la faible capacité contributive des communes ou des syndicats d'eau. Et donc c'est pour ça qu'on a proposé de se substituer et de créer sur du foncier public, évidemment, ces réservoirs et de permettre à la Lozère d'appréhender les années qui arrivent et cette transition écologique. On est l'organisme qui est fédérateur pour mettre en place ce dispositif-là. Et puis également, on est là en appui sur la partie
partie technique et compétences pour l'organisation de la partie administrative. On n'est pas là pour la technique. La technique, on a pris des prestataires que sont la Chambre d'agriculture, le Copage et la SAFER. Et puis, dernier point, on est aussi en lien, puisqu'on est le gestionnaire du réseau d'eau potable, donc on est aussi là pour assurer le bon fonctionnement du réseau d'eau potable et d'assurer la partie quantitative du réseau d'eau potable et la partie qualitative en lien avec cette réduction d'eau qui aura un impact sur le fonctionnement, mais qui a un intérêt notamment pour la ressource en eau potable et le maintien de l'eau dans les réseaux d'eau potable. La Journée mondiale de l'eau 2024 a eu pour thème l'eau pour la paix. Quelques 2,2 milliards de personnes vivent encore sans eau potable gérée de façon sûre. Selon les chiffres fournis par l'Agence onusienne de l'eau, ce sont 115 millions de personnes qui boivent de l'eau de surface dans le monde. Deux éléments importants face au changement climatique pour l'Agence de l'eau, puisqu'on est dans la Journée mondiale de l'eau, c'est important de respecter les enjeux qui sont face à nous. Il y en a un, c'est de permettre à une goutte d'eau, quand elle tombe sur les massifs montagneux, qu'elle descende le plus lentement possible à l'océan. La deuxième, c'est de donner plusieurs usages. Quand elle a produit de l'hydroélectricité, quand elle a été stockée dans les prairies pour faire des pâtures, qu'elle puisse aussi redescendre dans les rivières, alimenter en eau potable et derrière peut-être faire une réutilisation sur d'autres usages, y compris agricoles, d'irrigation. En fait, le fonctionnement du réseau d'eau potable, c'est on remplit en période printanière, hivernale, cette réserve qui permet en période estivale de tenir jusqu'à 3 mois et à partir de septembre-octobre, à partir de l'automne, on repart sur le réseau d'eau potable, sur le captage pour redistribuer de l'eau sur le COS pour alimenter les usagers. Tous avons participé avec chacun nos compétences pour justement mettre en œuvre ce projet, faire en sorte qu'il soit légal, réglementaire et qu'il puisse, avec une faisabilité et un coût raisonné. Très bien, oui. Cette année pour le coup on est à ratio. Alors on n'est pas encore au mois de juillet parce que nous l'objectif c'est que au mois de juillet la retenue soit pleine pour durer le plus longtemps possible. Mais là je peux déjà vous dire qu'elle est remplie avec les intempéries qu'on a eues ces derniers mois depuis janvier. Ils ont été suffisants pour remplir la réserve. Je voudrais saluer le travail qui est fait par les collectivités de réflexion puis de mise en œuvre avec l'État et avec le monde agricole pour essayer de trouver des solutions concrètes. Donc on a un secteur qui a besoin de résoudre son équation eau, qui est une équation de « il en tombe parfois beaucoup, il faut que je puisse la stocker dans ces moments-là pour pouvoir après l'utiliser pour l'abreuvement ou pour quelques autres usages ». Moi, je vais attirer l'attention sur notre attente concernant le cavalier législatif, puisque vous savez qu'on a travaillé avec les services de l'État pour arriver à créer des réservoirs d'eau sur l'ensemble du territoire, réservoirs qui seront destinés à la DFCI et au monde de l'élevage, de manière en fait à soulager les réseaux d'AEP en période d'étiage sur le territoire. Sauf qu'aujourd'hui, pour des questions de compétences, c'était pas clair. Certains collègues, notamment Côte d'Or, se sont fait retoquer par les tribunaux. Et donc un cavalier législatif est en préparation dans le cadre de la loi agricole qui doit nous permettre à nous, départements, d'intervenir, même s'ils ne sont pas en compétence des réseaux d'eau. Dans les cuisines du lycée hôtelier de Saint-Chély-d'Apcher, jeudi 21 mars, des cuisiniers d'un jour ont concocté avec des professionnels de l'hôtellerie-restauration un plat. L'objectif de cette rencontre était de faire découvrir aux demandeurs d'emploi ce métier qui est particulièrement en tension et notamment à l'approche de la saison estivale. Un reportage de Marion Guibaudot. Jeudi 21 mars, les acteurs de l'emploi ont proposé un format particulier pour faire découvrir les métiers de l'hôtellerie-restauration à des demandeurs d'emploi volontaires en créant le concours Job Chef. Cet événement, qui a lieu dans les 13 départements d'Occitanie, a donc fait escale à Saint-Chély-d'Apcher. 9 participants lozériens ont donc, dans les cuisines du lycée hôtelier Sacré-Cœur, préparé sous l'œil vigilant des professionnels de la filière un plat à base de poulet et légumes. C'est Jérémy Mazot qui a remporté ce concours amateur. J'aime beaucoup la cuisine en fait. À la base, j'aime beaucoup cuisiner. J'ai eu une toute petite expérience dans un restaurant et ça m'a poussé en fait à entreprendre une carrière dans la cuisine. Et pour moi en fait, c'était un peu un tremplin. C'est un bon début en fait pour mettre un pied dans ce milieu-là. L'objectif de cette matinée était de faire la lumière sur le métier de cuisinier et susciter des vocations tout en répondant aux difficultés de recrutement dans ce secteur. Le concours régional Job Chef a été créé par France Travail, la région LUMI et la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Occitanie autour du métier de personnel de cuisine en collaboration avec les organismes de formation locaux.
Sur chaque territoire, la région proposera à tous les candidats qui se sont présentés au concours une formation professionnalisante et rémunérée au métier de commis de cuisine d'une durée d'1 mois et demi. Et c'est la rencontre de demandeurs d'emploi dont ce n'est pas le métier, avec des employeurs ouverts à ce type de candidature. On les met dans un contexte de concours pour vérifier certaines aptitudes, le stress, la ponctualité, le savoir-faire, et puis après des aptitudes un peu techniques. À l'issue de cette formation, les stagiaires qualifiés se verront proposer des offres d'emploi saisonnières pour entrer sur le marché du travail dès les mois de mai et juin. 200 places de formation seront ainsi financées par la région. Le taux de chômage en Occitanie se situe au second rang des taux de chômage les plus forts parmi les régions métropolitaines et frôle les 8% contre 7,2% de moyenne nationale selon les chiffres de l'INSEE. En Lozère, la situation est plus optimiste avec l'un des taux de chômage les plus bas de France, 4,8%. Ce qui n'empêche pas le secteur de l'hôtellerie-restauration de connaître de grandes difficultés de recrutement. Je pense qu'il y a un problème de recrutement depuis des années dans cette profession. Enfin, il n'y a pas que celle-là d'ailleurs. Un problème de bâtiment et bien d'autres encore. Et c'est bien la difficulté de ce secteur d'activité, et d'autant plus que difficulté de par aussi la saisonnalité. Il y a la dureté du métier. Quand je dis dureté du métier, il a eu sa période dure. On a su depuis ces 10 dernières années œuvrer pour aménager les choses, le temps de travail différemment, mais il est évident qu'on ne pourra pas empêcher les gens de travailler à la période où tout le monde s'amuse, notamment le soir. Et c'est bien là une des difficultés de ce métier. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'envie, la passion de vouloir embrasser cette profession, eh ben, ma foi, ça va être difficile. Un couple en reconversion professionnelle s'est installé sur le Brac pour devenir une famille accueillante. Il s'agit pour les pensionnaires d'être hébergés au sein d'une famille plutôt qu'en maison de retraite. Le couple contribue activement à leur autonomie et a à cœur de leur donner une véritable vie de famille. Un reportage d'Éric Michel. C'est le plaisir de travailler chez soi déjà et d'apporter quelque chose de supplémentaire à des personnes âgées, de leur redonner le sourire, puis le goût, puis l'envie et se dire ben voilà, on partage les choses avec eux ensemble comme une petite famille. À un moment donné de la vie, pour les familles dont un proche est confronté à une perte d'autonomie, se pose alors le choix de placer ce dernier dans une structure adaptée à la situation. Parmi le panel de possibilités, il en existe une qui est particulièrement intéressante. Il s'agit de la famille d'accueil. Dans le Nord-Lozère, c'est une première. Une famille accueillante s'est installée à terme en Aubrac. C'était une idée qu'on a eue ensemble parce qu'on souhaitait en fait, se reconvertir professionnellement et donner du sens à notre métier. Et on a voulu essayer d'aider un maximum les personnes âgées parce que on sait qu'il manque de structure, on sait que il y a un réel besoin. Et ça nous a motivés pour monter ce projet. L'accueil familial est un peu comme une seconde famille. C'est un mode d'hébergement pour des personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes qui leur rendent difficile, voire impossible, de vivre seuls. Adultes handicapés, personnes âgées, malades ou convalescents. Il faut qu'il y ait une envie réciproque, si vous voulez. Et il y a aussi le fait que nos petites accueillis, faut qu'ils s'entendent bien, sinon la maison, elle ne va pas fonctionner. Donc du coup, c'est aussi un feeling, c'est énormément subjectif. Donc il n'y a pas un critère minimum ou maximum, mais surtout une réelle envie de vivre une vie de famille et de partager des jolis moments ensemble. Dans un cadre serein, la famille Julien est une famille d'accueil sous agrément depuis le 1er novembre 2023. Actuellement, 2 pensionnaires, Marité et Lucienne, sont présentes dans cette structure familiale. Pour les bénéficiaires, Lucienne, l'hyperactive, et Marité, plus sage, se retrouver en accueil familial, c'est comme être dans la maison d'un proche. C'est-à-dire que je les considère comme, pas mes enfants, mais enfin, presque. non, pas les enfants. Non, mais je veux dire, je ne me gêne pas avec eux. J'espère qu'ils ne se gênent pas avec moi. Et voilà, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a pas envie de manger, voilà. Voilà. Moi, je suis heureusement étonné.
si vous voulez. Peut-être pas étonné, mais je veux dire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, ni comme caractère des gens, ni comme... voilà. Alors en plus, j'ai une compagne que j'ai connue par ses enfants que j'ai instruits. Oui, c'est vrai. J'étais institutrice qu'elle connaissait d'ailleurs. On se connaissait. Parce que On peut dire une amie. Oh oui. Devenir accueillant familial était une envie commune pour Myriam et André, son mari. Le projet remonte à il y a 3 ans. André était dans l'aviation civile sur Nîmes et leur choix s'est porté sur la Lozère. Le réseau Lozère Nouvelle Vie aura facilité les démarches. Le couple s'est senti soutenu et a été surpris de la rapidité des prises de contact en Lozère. Et ensuite, au moment de l'agrément, ça a vraiment été la maison de l'autonomie, le département qui nous a briefé, qui nous a aidés, qui nous a... voilà, par exemple, il y a une formation obligatoire de 12 heures. Ils sont allés se former et hop, ils nous ont formés après. Vraiment, ils ont été très, très investis. La maison est neuve, elle est entièrement conçue pour être adaptée à l'accueil de personnes à mobilité réduite. Alors administrativement parlant, il faut avoir l'agrément du conseil départemental de là où on travaille, donc nous pour ici de la Lozère. C'est tout un dossier à monter, on voit des docteurs, on voit des psys, on voit pour être sûr en fait qu'on est capable de faire ce métier. Et ensuite, il y a la maison. Toute une procédure pour vérifier que la maison est en sécurité et en conformité. Situé de plein pied, un cadre de vie sécurisé sur 800 mètres carrés qui permet également de pratiquer du jardinage. Et alors, on a décidé de me mettre ici. Et voilà, et je ne le regrette pas. Pour quelle raison ? On se sent comment ici ? Vous sentez comment ici ? Parce que j'ai trouvé des personnes très intéressantes et qui me considèrent comme un peu l'un de leur famille. Et donc, je suis bien. Je rentrerai avec plaisir de nouveau dans ma maison. Mais pour le moment, il n'en est pas question encore. On va regarder un petit peu. Oui. Chaque résident bénéficie d'une chambre individuelle aménagée selon les besoins médicaux et la convenance de chacun. Vous vous sentez en sécurité ici ? Ah oui, ah oui. Ah oui, vraiment. J'ai pas regretté d'être venu ici. Là maintenant, j'attends qu'on s'occupe de moi. Ça s'appelle un retour. J'attends qu'on s'occupe de moi. Alors ça vraiment, voilà. Pour le moment, c'est ça. Parce que, bon, s'occuper des autres, ça apporte certaines... Mais aussi, quand on s'occupe un peu de vous, c'est pas plus mal. Le conseil départemental délivre un agrément pour 5 ans renouvelable. C'est tout un staff médical qui intervient régulièrement auprès des personnes accueillies. Autre atout majeur, un médecin est proche de la maison. Il aide à la prise en charge des mamies. L'âge minimum requis est de 60 ans. Voilà, leur sécurité, leur bien-être, ils le remettent entre nos mains. Et du coup, nous, on essaye de faire au mieux. Et comme je vous disais, dès que... là, regardez, elles sont en train de papoter toutes les deux. Nous, on trouve ça, mais ouais, c'est ça, on trouve ça charmant. Avant que vous arriviez, elles étaient dans la douche. Ah ouais, moi, mes cheveux, est-ce qu'ils sont bien coiffés ? Oh non, toi, les tiens, ils sont plus jolis parce qu'ils sont dorés. Deux ados dans la douche en train de se préparer pour KWZ. Et ça, c'est des moments importants. C'est des moments qu'il faut privilégier et qu'il faut préserver pour eux. Donc, je crois qu'il n'y a pas de gagnant ou de... Les deux, c'est que du gagnant. La journée type débute vers 7-8 heures le matin avec un petit déjeuner et des soins avec le corps médical. On participe un peu, moi pas beaucoup. Parce qu'elle est toujours prête à partir faire quelque chose, alors je la laisse. Et puis, donc après, oui, on prépare plus ou moins les repas ensemble. Voilà, donc après on a le repas. Après, et vous choisissez ensemble un peu les activités du jour ? Alors oui, les activités du jour. Moi par exemple, aujourd'hui il m'a mis de la musique après-midi là, voilà. Parce que
Parce que je lis toujours un peu, ou je fais toujours 2 choses à la fois. Enfin, pas toujours, mais assez souvent. Après quelques activités cognitives, le repas de midi arrive rapidement. Avec le retour des beaux jours, des activités de plein air sont au programme. On a pour projet, cet été, d'aller faire des pique-niques, d'aller, je sais pas moi, faire un petit bout du chemin du lac de Villefort ou du lac de voilà. Et du coup, forcément, ça serait chouette que les personnes âgées puissent marcher. Maintenant, bien évidemment, si on avait quelqu'un qui ne pouvait pas suivre à ce moment-là, l'un de nous resterait ici et l'autre partirait avec les plus valides. Le coût d'accueil est semblable aux maisons de retraite. Dans le cas de l'accueil familial, il y a 2 modes de rémunération. Soit l'accueil familial se fait de gré à gré, la personne accueillie rémunère directement l'accueillant familial, soit l'accueillant familial est salarié d'un organisme employeur. Il existe de nombreuses aides financières, l'APA, les APL, et grâce au CESU-URSSAF, les personnes accueillies peuvent récupérer jusqu'à 50% du montant dépensé. Le reste à charge varie en fonction des revenus de chacun. Aide déduite, il est généralement inférieur à 1 000 € mensuels. Je participe du mieux que je peux parce qu'ils travaillent beaucoup. Oui. Mais comment dirais-je, je ne sais pas comment les appeler, c'est des amis en tout cas. Non, c'est familial, voilà. On ne peut pas dire un autre mot. Voilà. C'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous recherchiez aussi. Mais je ne sais pas, je ne peux pas dire que j'attendais quelque chose. Mais bon, je suis satisfaite de ce qui se passe. Voilà, entre nous. Secret de Cacao est une chocolaterie lozérienne tenue par Sylvie Fauché qui est passionnée par son métier. Elle détient le titre de maître artisan chocolatière. Cette qualification est la plus haute distinction dans le domaine de l'artisanat. Avec la hausse du coût des matières premières, elle attache une attention particulière au maintien de la qualité des produits qu'elle vend dans ses 2 boutiques de Châteauneuf-de-Randon et de Langogne, tout en maintenant un prix qui soit acceptable pour le consommateur. Un reportage d'Éric Michel. On pense, moi perso, je pense chocolat tout le temps. Jour, nuit, d'un coup je vais faire ah oui, oui, évidemment, c'était évident. Et voilà, et c'est tout le temps comme ça. Et vous savez, je serais rien sans mon équipe. Ce qui est important, c'est mon équipe. Bientôt Pâques et ses poules en chocolat, le lapin dans son bolide et les œufs bien cachés dans le jardin pour le bonheur des petits et des grands. Sylvie Fauché est artisan maître chocolatière à la tête de Secret de Cacao. Initialement implantée place de la Halle à Langogne, les locaux étaient devenus à l'étroit pour son laboratoire de création. Et c'est à Châteauneuf-de-Randon que Sylvie a déplacé son site de production. Elle y a ouvert également un 2e point de vente achalandé par 100% de ses créations. On va voir, oui, on essaye, j'essaye. Pour moi, le goût, c'est extrêmement important. Il y a le visuel est important, mais le visuel, il est associé à un goût. Et il faut que le goût il soit au top. Bien plus que du chocolat, une passion qui l'anime depuis 25 ans déjà. C'est lors d'un apprentissage chez le chef Régis Marcon que Sylvie découvre l'univers infini du chocolat. Comment je suis tombée dans le chocolat ? En fait, je crois que c'est parce qu'on me l'a interdit quand j'étais petite. Et puis, ça m'a attirée. J'ai découvert le chocolat chez Régis Marcon il y a maintenant des années. C'était quelque chose qui m'était interdit en pâtisserie quand j'y travaillais. Donc, je le regardais de loin. C'était étalé, c'était remué, c'était rassemblé. Je n'y comprenais rien. Et le jour où j'ai eu l'occasion d'apprendre le chocolat, j'ai dit, c'est super. Je vais enfin avoir les secrets de cette matière qui m'était complètement inconnue. Et voilà. Et maintenant, tous les jours, on apprend à la maîtriser. Après l'école Ferrandi à Paris, puis un passage chez un chef étoilé du guide Michelin sur Avignon, notre maître artisan chocolatière décide alors de revenir sur ses terres lozériennes. Travailler le chocolat est tout un art qui ne doit rien au hasard, une maîtrise qui passe par différentes courbes de température. Le secret est au creux de quelques dixièmes de degré afin que le chocolat soit au final brillant, cassant, craquant. Outre les moules d'époque très tendance, cette année, le sport fait son entrée avec des chaussures de foot à taille unique,
mais généreusement garnies. Elles sont faites avec donc un chocolat au lait, chocolat noir, les crampons chocolat au lait et la chaussure chocolat noir ou vice-versa, les lacets, et à l'intérieur, bien sûr, évidemment, elle est garnie de choses, de bonnes choses. Voilà. Son credo, proposer un chocolat de grande qualité malgré la conjoncture mondiale qui annonce une envolée probable des prix du marché de la fève de cacao, due notamment à une récolte difficile en 2023. Il y a eu quelques soucis dans la production en Afrique, par exemple, donc il y a moins de chocolat, effectivement. Donc oui, il va y avoir une hausse. On va essayer de ne pas trop la répercuter, mais le problème, c'est qu'on va être obligé parce qu'il y a des questions qui se posent toujours quand on est artisan chef d'entreprise. Comment on fait? Est-ce qu'on conserve la qualité et on tient la barre haute ou on baisse notre qualité? Moi, je ne me vois absolument pas baisser ma qualité. C'est ce qui fait mon image, c'est ce qui fait la différence. Voilà 12 ans que Sylvie s'est installée en Lozère et comme la magie du chocolat opère, elle a une grande admiration professionnelle pour un grand monsieur, le Langonais monsieur Gribet, pâtissier de profession. Ce dernier lui a offert des présents dont elle se rappelle avec encore beaucoup d'émotion. Et voilà, mais je les aime tous. Il y en a un particulièrement que j'aime beaucoup et qui me restera tout le temps, c'est un vieux moule qu'un pâtissier de Langogne m'a donné quand je me suis installée et je l'aurai toujours dans mon cœur. Je vous le montrerai tout à l'heure, je vous le ferai en fabrication. Pendant son enfance, ce personnage venait prendre le café chez sa grand-mère, Louise, qui tenait le café de la Halle. Si la période pascale occupe fortement l'activité, Sylvie est également reconnue pour ses chocolats qui souvent sont élaborés en s'inspirant localement, comme par exemple le personnage emblématique de Châteauneuf, le célèbre Duguay-Clin. C'est un personnage qui me suit depuis très longtemps en fait. Je ne rentre pas dans les détails, j'en ai une terrible envie mais je ne peux pas. Et Duguay-Clin, je l'ai mis sur un chocolat chez moi, dans les chocolats que j'ai proposés quand je me suis installée là. C'était une nouveauté. Donc c'était un chocolat avec à l'intérieur un crumble au beurre salé. Clin d'œil aux origines bretonnes de Duguay-Clin. Voilà. Donc j'aime bien toujours avoir quelque chose qui s'associe soit à l'image, soit à l'histoire. La Tour des Anglais, c'est une ganache au thé chez moi. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés que j'ai fait pour mon installation à Châteauneuf. Il y a maintenant 2 ans. Ça passe très vite. 3 grandes périodes marquent l'activité professionnelle. Noël et Pâques bien sûr, mais de façon plus étonnante, l'été son flot de touristes attirés par une production qualitative qui n'est vendue que sur ces 2 magasins, par correspondance et exceptionnellement sur quelques références à Hyper U Cœur Lozère. En vitrine, des déclinaisons de ganache, pure origine, parfumés et fruités, pralinés, moelleux et croustillants, bien plus qu'un simple chocolat. C'est toute une palette d'émotions qui nous saisit à la simple vue de ces merveilles éphémères. Ce qui est important, c'est que on est heureux de travailler. Et puis c'est une matière qui me plaît, qui garde justement beaucoup de secrets pour moi. On en découvre tout le temps parce que on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais voilà, une matière, elle est surprenante, elle l'est tout le temps. Je vous rappelle que vous êtes bien sur le JT Lozère. Juste après les brèves, nous retrouverons Marion Guibaudot et ses invités pour parler du Trophée international de l'enseignement agricole. Mais commençons l'actualité lozérienne en bref. Un pont s'est effondré à Chamborigot dans le Gard, emportant avec lui un camion. Bien heureusement, le chauffeur du camion est sain et sauf et nous lui souhaitons un très bon rétablissement. Mais cet incident impacte fortement la circulation routière entre la Lozère et Alès via Villefort. L'Est lozérien impacté par la chute d'un pont gardois lundi 18 mars. Un pont sur la D906 à Chamborigot dans le Gard s'est effondré au passage d'un camion balayeuse. Par miracle, le chauffeur s'en sort avec quelques blessures. Il aurait été transporté à l'hôpital au moyen d'un hélicoptère. Il doit sa survie au fait que le poste de conduite se situe à droite de l'engin, le côté gauche ayant été pulvérisé. Cependant, la fermeture de ce point de passage de Villefort vers Alès est un véritable problème pour l'économie entre la Lozère et le Gard, d'autant que se profile la période estivale. Le contournement de ce point névralgique traversant le Luèche engendre de ce fait des conséquences impactantes, d'autant que la reconstruction du pont nécessitera quelques mois.
La perte provisoire de cet ouvrage impose dès lors une réorganisation totale du quotidien pour les riverains, ainsi que pour de nombreux services empruntant cet axe stratégique Cévenol. Est-ce l'infiltration de l'eau de ces derniers jours qui a causé cet accident ? Une riveraine avait signalé les problèmes structurants à la mairie. Mardi 18 mars, une réunion d'expertise a eu lieu. C'est le 3e pont qui s'effondre sur cette commune. Selon un rapport du Sénat en 2022 sur 35 000 ponts en France, 4 000 présentent de réelles inquiétudes. 137 vaches et 40 éleveurs ont fait le déplacement sur la place du Foirail de Langogne ce samedi 16 mars pour la traditionnelle foire grasse organisée en collaboration par les JA, la mairie de Langogne et l'association des commerçants. La seconde édition de la vente aux enchères, lancée pour les 40 ans de la foire grasse, connaît un succès grandissant. Les 4 bêtes mises aux enchères, les gagnantes du concours, ont atteint des prix intéressants pour les éleveurs. La grande championne du concours, une aubrac croisée charolaise issue de l'élevage du GAEC forestier de Nossac, a atteint le prix de 16,5 € kg. Les 3 autres bêtes présentées à la vente aux enchères se sont vendues entre 7,90 € et 9 € le kilo. Des prix bien plus élevés que les cours du marché nationaux et qui soulignent aussi la qualité des élevages du département. La foire de Langogne continue donc de construire sa réputation comme le rendez-vous de printemps des agriculteurs et animer le territoire en mettant en valeur ses élevages. Éclairage public, la ville de Mende baisse sa facture énergétique. Engagée depuis plusieurs années dans une politique de réduction de la consommation d'énergie de ses infrastructures, la ville de Mende poursuit ses actions sur l'éclairage public. En 2016, le coût de l'éclairage s'élevait à 250 000 €. Dès lors, différentes mesures ont été mises en place. Les anciennes lanternes sont remplacées par des lanternes dernière génération à technologie LED, ce qui permet de réduire la consommation de 70%, ainsi que les coûts d'entretien. Depuis 2017, l'extinction partielle de l'éclairage de nuit a permis de réduire la consommation générale de l'électricité publique entre 15 et 20%. De ce fait, le montant des dépenses concernant l'éclairage public est passé de 240 000 € en 2022 à 160 000 en 2023, et ce, malgré la hausse notoire du prix de l'électricité. L'objectif de 100% de remplacement est visé pour 2024. Une nouvelle vitrine en ligne pour les produits de la marque De Lozère. Les produits lozériens sont à l'honneur avec le lancement du nouveau site internet delozère.fr. De Lozère, c'est une marque territoriale et collective conçue il y a plus de 20 ans dans le but d'aider les professionnels de l'agroalimentaire du département à être plus visibles auprès des consommateurs et des distributeurs. Le miel, la saucisse sèche, la tome de brebis ou encore la crème de marron sont des produits reconnus qui font la renommée de la Lozère. Apposée sur des produits d'excellence de notre département, la marque De Lozère apporte un gage de qualité et d'authenticité. Des fiches pratiques, produits laitiers, viande, la filière miel ou encore des productions végétales dont des recettes sublimeront les produits de la marque. Vous laisserez libre cours à votre imagination et exprimerez vos talents de cuisinier. À retrouver sur le tout nouveau site www.delozère.fr. Lundi 25 mars, le préfet de Lozère, Philippe Castanet, a profité d'une conférence de presse à Mende pour signer le DUP de Langogne, confirmant ainsi que le contournement est en bonne voie. Cette signature s'est tenue en présence de François Guillaume, chef de la division d'ouvrage des routes nationales, et d'Alain Monteil, directeur régional adjoint de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie. Ce contournement sera long de 7 km et prévu en bidirectionnel. 2 viaducs, le premier au-dessus du Langouirou, le second au-dessus de l'Allier, devraient faire partie des travaux d'importance, ainsi que l'installation de plusieurs carrefours. Et bonsoir, ce jeudi 28 mars, c'est dans un lieu un peu particulier que nous nous retrouvons pour cette partie magazine, l'exploitation laitière du lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher. Je suis donc pour parler de cette filière agricole avec beaucoup d'invités sur mon plateau aujourd'hui. Bonjour Olivier Martin, directeur de l'EPLEFPAD de Lozère. Et bonjour Acad, vous êtes TV Lozère. Merci beaucoup. Bonjour Julien. Julien Tiferi qui est président du conseil d'administration de l'EPL. Bonsoir. Jean-Michel Brun, qui est directeur de l'IPERU de Mende. Bonjour Marion. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Cécile Bayeul, enseignante en Lozère, au lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher, en aménagement, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Vous pouvez nous dire ce que c'est, aménagement ? Aménagement, c'est tout ce qui est gestion protection de la nature, donc pour les BTS et pour les bacs, travaux forestiers, travaux paysagers. Vaste programme. C'est ça. Avec Méline Vigier, qui est élève, si je ne me trompe pas, en première bac technologie ou STAV, c'est bien ça comme on dit ? Oui.
Qu'est-ce que c'est un STAV? STAV, c'est agronomie et vivant en gros. Et donc il y a deux options, soit production animale, soit aménagement du coup. Et oui, c'est axé vers l'environnement et le vivant. Donc, voilà. Et l'agriculture aussi, si je Oui, l'agriculture, n'oublie pas. Par la même occasion. Alors, je vous présente aussi l'une des stars de cette soirée, Panama qui est derrière moi, la vache Panama, qui est une cimentale, si je ne me trompe pas, et Lola et Marion qui s'occuperont de Panama pendant qu'on parle, parce qu'elle a besoin d'un peu de soin. Donc je vous remercie, Monsieur Olivier, déjà de nous prêter vos locaux et de nous accueillir ici, surtout en cette veille de Pâques. Et je sais que c'est aussi une soirée exceptionnelle un peu pour vous, parce que vous avez des invités ce soir. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors ce soir, nous profitons de cette soirée pour remercier les divers partenaires qui nous ont aidés et soutenus pour cette belle aventure que les élèves ont vécue au Salon de l'Agriculture. Ils en parleront après, hein, le trophée des lycées. Donc voilà, on va faire un moment très convivial et partager, je dirais, bien sûr leur réussite, mais aussi, je dirais, leur expérience et ce qu'ils ont vécu durant toute une semaine. Excellent, merci beaucoup. Avant de parler de réussite et de TIEA, on expliquera l'acronyme après. Est-ce que vous pouvez me parler en quelques mots des filières qui sont présentes ici sur le lycée agricole de Saint-Chély ? Alors sur Saint-Chély, il y a les filières agricoles, alors vraiment le cœur du métier de l'établissement, hein, que ce soit sur du bac pro, du bac techno ou du BTS. Il y a des filières dans le domaine de la nature, de l'environnement, l'aménagement, comme vient de le dire Méline et Cécile. Sur de la seconde générale, du bac technologique et du BTS. Il y a la filière équitation, donc avec du CAP et du bac pro, et la filière maréchalerie, maréchal ferrant, avec le CAP. Donc voilà ce que l'on trouve sur déjà que le lycée Rabelais. De nombreuses options pour les élèves qui voudraient vous rejoindre. Donc, voilà. Mais si nous sommes ici ce soir, c'est surtout et prioritairement pour parler de Panama, de TIEA et des élèves qui ont obtenu d'excellents résultats lors de ce concours qui se tient au Salon de l'Agriculture à Paris. Je me tourne vers toi, Méline. Qu'est-ce que tu peux nous dire du TIEA ? Qu'est-ce que c'est ? Alors le TIEA, c'est le trophée des lycées au Salon de l'Agriculture du coup. Et avant tout, c'est une expérience incroyable, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et voilà. Vous y êtes allé en groupe, vous étiez 7 élèves de cette classe, deux classes de bac première et de terminale Première, pro et techno. Pardon. Voilà. Tu peux me donner leurs prénoms ? Alors il y a Marion, qu'on les salue. Marion, Lola, moi, et ensuite qui sont pas là, du coup il y a Jérémy, Kylian, Samuel et Camille. Et qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui vous intéressait tous dans le fait de participer au TIEA ? Je pense que c'est l'expérience, tout ce qu'on a appris et le fait d'apprendre à communiquer avec un groupe et surtout communiquer avec tout le public, tout le monde, toutes les personnes qui étaient là. Donc voilà. Alors, il y a eu une grosse préparation, Cécile, pour que les élèves soient prêts pour le salon, pour les épreuves qui ont eu lieu lors du Salon de l'Agriculture à Paris. Comment on prépare des élèves à ce genre de compétition ? En fait, on était plusieurs enseignants. On était 4, j'ai envie de dire, officiels. Et puis après, on a un enseignant, donc Charlie Vurpillot, qui nous a aidés pour préparer donc, la vidéo, parce qu'il y avait une vidéo à faire. Parce que c'est 4 épreuves, c'est ça ? C'est ça, donc, il y a 4 épreuves. Qu'est-ce que c'est ? Donc il y a une épreuve qui est donc la vidéo à faire, qui était envoyée avant janvier. Après, il y a une épreuve de contention animale, donc avec Panama. Alors, pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est, je vous coupe, je suis désolée. Qu'est-ce que c'est la contention animale ? Qui peut me répondre ? Tu veux le faire ? La contention animale, en fait, c'est le fait de manipuler un animal. Donc là, en l'occurrence, il fallait qu'on lui fasse plusieurs licoles. Le but, c'est de montrer qu'on sait faire les licoles, qu'on sait manipuler nos animaux en sécurité, etc. Voilà. Ça marche. Et après l'épreuve de la contention, alors ? Donc après l'épreuve de la contention, toute la semaine, donc du mardi au dimanche, de 9h à 19h, il devait tenir une stalle où se trouvait Panama et animer cette stalle avec des jeux pour adultes et des jeux pour enfants. Donc là, pareil, il y a une enseignante, Maëlie Marouzi, qui a participé justement, qui les a aidés pour la création du dessin. Et ensuite, ils avaient une scénette, donc le dimanche matin, une petite scénette qui devait présenter en fait l'établissement. Donc
Voilà, donc la préparation s'est faite donc, avec Émilie Rioux, Mallory Chalet et Laurent Vigier. On a travaillé donc, tous les 4 beaucoup de mercredis. Avec les élèves, s'entend. Ah ben bien sûr, c'est eux qui ont tout fait. Hein. Nous, on était là pour les encadrer, leur donner des conseils quand ils avaient besoin, mais après, c'est clair que c'est eux qui ont monté tout le projet de A à Z, quoi. Donc voilà, les mercredis après-midi, les vendredis après-midi, puis il faut trouver les sponsors. Donc c'est un travail qu'ils ont commencé à partir de quand à peu près pour pouvoir être prêts pour le TIA, pour le salon? La sélection donc, des élèves s'est faite, je dirais, vers octobre. Et donc ils ont commencé derrière, hein, dès novembre, c'était parti, quoi. Qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un bon groupe pour aller au TIA? C'est difficile à dire. Ce qui est important, je pense, c'est déjà qu'ils s'entendent très bien entre eux. Parce que c'est très dur, c'est très très fatigant. Quand ils sont sur le salon, ça paraît pas comme ça, mais c'est de 5h15, 5h30 à 1h du matin, des fois quand rentrer. Et donc du coup, faut vraiment qu'ils soient solidaires entre eux, parce qu'avec la fatigue en plus, voilà. Et après, c'est des éléments différents, en fait. Ils ont tous apporté quelque chose de différent, en fait, à l'équipe. Et c'est ce qui était beau, justement, quoi. Super, merci beaucoup toutes les deux. Je me tourne vers vous deux, Julien, Olivier. Qui veut dévoiler le résultat qu'ils ont eu, ces chers élèves au TIA, parce que c'est quand même pour ça aussi qu'on est là. J'ai pas compris. Pour dévoiler combienième ils ont fini lors du TIA, lors du concours. Alors ils ont fini deuxième de la section laitière, puisque voilà, il y avait plusieurs concours, enfin plusieurs types de races, que ce soit allaitante ou laitière. Et voilà, ils ont fini second, donc c'est une super performance, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait des concurrents aussi qui étaient très 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 bons, et ils ont pu montrer vraiment tout leur talent. Moi j'ai vu deux séquences, surtout sur la scénette à la fin le dimanche, où vraiment ils ont été sur la contention, ils ont été très 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 bons. Voilà. Julien, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce résultat exceptionnel alors, par rapport à vos élèves? Moi, ce que je rajouterais, c'est simplement que le Salon de l'Agriculture, c'est un événement exceptionnel. Un événement qui rassemble entre 600 et 700 000 visiteurs, donc c'est quand même un moment particulier pour ces jeunes. Et moi, ce que je dirais surtout, c'est remercier les équipes, les responsables de l'exploitation qui autorisent à ce que leur vache s'en aille, parce que la vache, c'est compliqué quand on a des animaux, les professeurs qui mouillent le maillot, le directeur, toute l'équipe et tous les sponsors, parce que ça ne se fait pas. Alors, il faut des élèves motivés, je sais qu'ils le sont, mais il faut aussi des équipes et des encadrants qui le soient aussi. Et donc, bravo à tout ça et bravo à tous ceux qui ont œuvré à cette réussite-là, à 2 doigts d'être premiers quand même. Ils n'ont pas été très mauvais, parce qu'au vu des notes que j'ai entendues, elles sont très très hautes déjà, on m'a dit. Les premiers ne devaient pas être très loin avant. Non, elles sont très très bonnes même, oui. Il y a 2 20 sur 20 quand même. Bravo les filles, bravo à tous. Olivier, je reviens vers vous. Donc au-delà de cet résultat exceptionnel, ça fait plusieurs années que vous encouragez vos élèves à participer au concours et à monter au Salon de l'Agriculture, parce qu'au-delà du TIA, il y a aussi des élèves qui vont aider au Salon de l'Agriculture, si je me trompe pas. Quelle est la visée pédagogique pour ces élèves d'y être sur ce salon ? Alors sur le salon, c'est vrai que, comme tu le dis Marion, on avait 25 jeunes sur le salon. On avait une quinzaine de jeunes qui étaient avec le groupe Comexposium, qui est l'organisateur du salon. Donc là, ces jeunes BTS, ils étaient, je veux dire, peut-être les petites mains, mais ils étaient derrière pour faire la sécurité, pour nettoyer les rings, pour déplacer les animaux. Voilà. Ensuite, il y avait des jeunes avec l'OS Cimental. Donc il y avait un groupe, et il y avait aussi des jeunes avec le bœuf d'Aubrac fermier, aussi pour leur aider, pour aider les éleveurs qui sont sur place et s'occuper des animaux. Et puis bien sûr nos jeunes. L'expérience, c'est des rencontres de professionnels, c'est aussi des réseaux, c'est aussi socialement, c'est aussi important. C'est des rencontres d'autres mondes, d'autres départements, d'autres régions. Et voilà, et je sais qu'ils en ont plein les yeux quand ils reviennent, parce qu'ils sont tous les ans, ils veulent repartir. Donc ça veut dire qu'il y a des bons souvenirs. Et après, c'est vrai qu'il y a des bons moments aussi au Salon de l'Agriculture, il faut se le dire aussi. Merci beaucoup. Julien, je vous vois hocher la tête, vous avez quelque chose à ajouter? Tout est dit. Parfait. Merci beaucoup Julien. Excellent, merci. Bon commentaire. Méline, je crois que rien n'aurait été possible pour le TIA sans qu'on ait Paname. Sans que vous ayez Panama à vos côtés. Est-ce que tu peux me présenter Panama un peu mieux? Alors Panama, qui c'est Panama, une vache alors qui a 4 ans, elle est née en 2019 et elle est à sa 2e lactation. Donc voilà, c'est un animal très calme quand même, comme on a pu le voir sur les écrans et puis en direct au salon, quoi. Et voilà, on a
rien à lui reprocher. Alors comment vous la préparez, une vache, pour pouvoir monter sur ce concours? Alors, ça dépend en quel terme de préparation. Ce qui concerne la manipulation, etc., on a commencé en amont, c'est-à-dire en novembre. Et donc tout ça, ça va être là dans notre parc de contention, on la manipule, on commence directement à l'habituer à notre présence, etc. Et ensuite, une fois au salon, et puis un petit peu avant, on commence déjà à la nettoyer, à faire tout ce qui est physique, on va dire. Et donc voilà, dans ce cas-là, quand on est au salon, on va la laver tous les jours. Et voilà, on la chouchoute, quoi. Donc c'est la chouchou un peu du groupe là cette Oui. année, on est d'accord, hein? Oui, oui. Elle est née sur l'exploitation, me semble-t-il. Elle est née sur l'exploitation, oui. Oui. Comment on travaille une vache pour qu'elle soit docile, pour qu'elle devienne docile? C'est juste, il faut être là avec elle tout le temps, il faut l'encourager. Comment on fait? Je pense que c'est surtout lui montrer qu'elle ait confiance en nous, en fait. Il faut arriver à être calme, à lui montrer que bon, on est là, même si elle s'énerve, il ne faut pas lâcher. C'est parce que c'est des animaux, ils ont des réactions qu'on ne peut pas forcément appréhender. Et il faut savoir la contrôler, lui montrer qu'on est là et qu'elle ait confiance en nous. Je pense que c'est le principal. En tout cas, félicitations parce qu'elle est très calme. Hein, on peut la caresser sans problème ce soir. Oui. Tu disais qu'elle était en deuxième lactation. Qu'est-ce que ça veut dire être en deuxième lactation? Qui veut répondre pour l'aider? Ça veut dire que le micro, s'il vous plaît, Julien. Elle est en deuxième lactation, ça veut dire qu'elle a fait son deuxième veau. Elle a donc 4 ans. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Julien, d'avoir volé au secours de Mélie. Donc, est-ce que vous allez retourner au TUA l'année prochaine, si vous pouvez, mesdemoiselles? Alors, normalement, on ne peut pas, puisque du coup, on sera en terminale et normalement, c'est que les premières qui sont sélectionnées. Mais c'est sûr que c'est un jour dans notre vie, on le referait avec plaisir, quoi. Au moins en tant que visiteur au Salon de l'Agriculture? Oui. Bon, parfait. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci, Panama, aussi d'accepter de rester très calme pendant qu'on discute. Je ne me suis pas encore adressée à vous, monsieur Brun, c'est votre tour. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Impeccable. Bon, fier d'avoir sponsorisé des élèves qui ramènent d'aussi beaux résultats à la maison. Très fier de l'avoir fait au niveau local. C'est quelque chose qui a été promu et accompagné au niveau national. Donc au premier jet, on m'a contacté au niveau national pour voir si je voulais m'impliquer dans ce qui pouvait être quelque chose au niveau local. Très fier de le faire depuis 2 ans. On est aussi sponsor, donc c'est un peu le nerf de la guerre aussi, parce que pour qu'ils puissent monter, pour les accompagner, pour les aider, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de sponsor derrière, et très très fier en tous les cas. Donc ça fait plusieurs années que vous accompagnez le lycée agricole. Tout à fait, sur plusieurs événements ou juste sur celui-là? Sur plusieurs événements, mais surtout sur celui-là. Ouais. Et en quoi, pour vous, en tant que directeur d'Hyper-U à Mende, c'est important de soutenir les filières agricoles et les futurs agriculteurs? C'est soutenir ce qui est l'avenir, c'est soutenir des jeunes qui ont envie. Quand je les vois là, fiers de ce qu'elles ont fait, je suis heureux parce que c'est extraordinaire. Dans un enseignement aujourd'hui où des fois des choses sont décrites avec des choses parfois négatives, quand on voit ce qu'on voit ce soir, on repart content. On peut que être heureux. Ben oui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Les circuits courts jouent, je sais, une place importante dans votre magasin, à Mende, les agriculteurs locaux aussi. Il y a une crise agricole actuelle en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez en dire et comment vous pouvez soutenir, vous, les agriculteurs, à votre niveau de grande distribution? Alors, je pense qu'on peut le faire localement, c'est ce qu'on fait, mais je pense qu'il faut aussi savoir le faire remonter nationalement, parce que ça, c'est vraiment ce qui se passe, c'est préoccupant. C'est préoccupant pour la Lozère, c'est préoccupant pour l'agriculture en France. Et sachez-le, c'est préoccupant à titre personnel parce que je le vois autour de moi, je suis d'une famille d'agriculteurs, je suis sensible à tout ce qui se passe. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas aller plus loin avec vous. Mélie, je voulais juste revenir vers vous, les filles. Est-ce que vous avez l'intention de devenir agricultrice? Lola, on commence avec toi. Oui, reprendre la ferme familiale et avoir comme projet d'ouvrir des chambres d'hôtes et de faire de la transformation. Marion? Oui, moi j'aimerais bien reprendre l'exploitation familiale, du coup un équin et un bovin, et après faire un peu de commerce à côté. Voilà. Et toi, Mélie, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Est-ce que tu as une idée? C'est pas forcément défini pour le moment, mais c'est plutôt tout ce qui est machinisme agricole, etc. Donc vous resteriez dans la filière agricole au sens large dans tous les cas. C'est ce qui vous passionne. Parfait. Et Julien, la filière agricole, elle va bien avec des jeunes comme ça? Alors, elle a de l'avenir. On a la chance d'avoir à Lozère des jeunes motivés, beaucoup de jeunes motivés, et bravo à ces jeunes filles. On voit aussi une féminisation de notre métier, ça c'est un peu nouveau et c'est très bien. Mais on a aussi beaucoup d'installations. Par contre, on a un sujet, c'est celui des revenus.
Et donc le sujet des revenus, il y a la passion, c'est ce que vivent ces jeunes, mais après il y a la réalité économique. Et le sujet des revenus, c'est un véritable sujet. Il faut qu'en élevage, on arrive à dégager des marges plus importantes. Il faut qu'on arrive à imposer nos prix, parce que ce n'est pas en tirant tout le monde vers le bas. Si on tire tout le monde vers le bas, on arrive à la fin de l'agriculture. Particulièrement dans les secteurs comme le nôtre, qui sont un peu plus handicapés que les autres. Alors, il y a des directeurs de supermarchés comme M. Brun qui font le maximum, mais il y a aussi un travail qu'il faut faire au niveau des centrales d'achat. Et de l'ensemble, il faut monter tout le monde vers le haut. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on arrive à monter, et notamment grâce à l'application stricte de la loi Egalim, tous les prix vers le haut, du lait, de la viande, etc. etc., etc. Il ne faut plus qu'on fasse du discount avec l'agriculture. Merci beaucoup pour ce discours offensif. Cécile, et vous, vos élèves, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces jeunes filles et de ces groupes d'élèves qui veulent se rendre dans la filière agricole et environnement aussi? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans ces filières? Ah oui, je pense que vraiment elles ont de l'avenir. Enfin, il y a de l'avenir de toute façon. Et le reste du groupe aussi, même s'ils ne sont pas là ce soir. Tout à fait. Ils ont fait plein de rencontres qui vont continuer d'enrichir leur avenir professionnel. Et puis, il y a de l'avenir dans les filières agricoles comme dans les filières paysagistes, quoi. Ouais. Donc on y croit. Oui, bien sûr. Et puis, elles sont tellement motivées. Ils sont, parce que tout le groupe, et puis la plupart de nos élèves sont motivés par l'enseignement agricole, par l'agriculture. Bon, merci beaucoup. Olivier, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces belles aventures de vos élèves? Alors, ces belles aventures, je crois que, comme on disait, ce soir, on va recevoir donc, les partenaires qui ont pu se rendre disponibles pour les remercier et puis dire 2025, on est partant encore, nous. Parce qu'il y aura des jeunes, ils se battent sur les sélections, donc pour refaire cette belle aventure. Mais je veux dire aussi que l'enseignement agricole en Lozère est important. Julien le disait, on a aussi le renouvellement de génération. Ça c'est important, c'est une mission aussi de l'enseignement agricole. Donc c'est pour ça qu'à la rentrée prochaine, on ouvre une 4e de l'enseignement agricole dans l'enseignement public. Et donc on attend des jeunes qui sortent en 5e et qui veulent déjà se diriger vers les métiers en lien avec l'agriculture, avec l'aménagement, l'environnement et la nature, qui puissent nous rejoindre. Donc que les familles n'hésitent pas à prendre contact avec l'établissement. Et puis je félicite encore, Julien l'a dit, mais je félicite vraiment les élèves par rapport à leur tenue, parce qu'ils ont été d'un sérieux et d'un respect vis-à-vis de tout le monde là-bas au salon, et les équipes de l'établissement, parce que là, vous avez les équipes enseignantes, mais derrière aussi les équipes non enseignantes. J'en parlais, il y avait aussi au niveau de l'entretien. Samuel, Christophe, Alex aussi ont participé en fabriquant des mallettes de transport. Il y avait aussi sur l'exploitation, donc David aussi qui a aidé les jeunes, Chloé. Voilà, c'est vraiment un projet d'équipe. Il faut vraiment que l'ensemble des équipes soient motivées pour pousser ces jeunes. Et ça fait aussi, la Lozère est quand même très présente au Salon de l'Agriculture. C'est important, le département est très bien représenté. Voilà. C'est une belle mise en lumière du département et de cette exploitation laitière. Juste un petit mot sur l'exploitation laitière, puisqu'on n'en avait pas encore parlé. Oui. Qu'est-ce que c'est cette exploitation laitière? L'exploitation laitière, donc, qui a été inaugurée en 2019, est une exploitation laitière tournée vers l'AOP Layol, avec le partenariat coopérative Jeune Montagne, donc le lait livré donc, à la coopérative Jeune Montagne, ce qui permet une bonne valorisation du lait, puisque c'est une coopérative avec 77 adhérents, et qui permet de vraiment soutenir les éleveurs, l'élevage laitier. Donc c'est pour ça qu'on amène des fois peut-être un projet, nous, pareil, de formation dans ce domaine, parce qu'il y a aussi de renouvellement, il y a besoin de lait aussi, et du lait de qualité. Et ce sont quelle race vous avez sur l'exploitation? Cimental, avec 2 ou 3 aubracs aussi au sein de l'élevage de l'exploitation du lycée, où les élèves participent activement en travaux pratiques et sur des stages. C'est là qu'ils apprennent finalement le métier d'agriculteur. Ils apprennent les différentes techniques, les pratiques, etc. Pour leur futur métier. Alors, je vous remercie à tous de m'avoir rejoint sur ce plateau, d'avoir répondu à mes questions aussi. C'était très gentil, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à l'exploitation laitière du lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher. Si vous souhaitez partager des informations avec la rédaction, n'hésitez pas à nous joindre via l'email qui s'est affiché en bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous le jeudi 11 avril ailleurs en Lozère et je vous dis bonne soirée.